Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 4 juin déjà. Avant toute chose, je souhaite un bon Aïd pour nos frères musulmans, bien sûr, ce vendredi prochain. Je voulais faire un petit rappel avant de recevoir Marion Sigaud, que vous connaissez tous et tous, j'imagine, qui est historienne, écrivain, auteur, conférencière du coup, et qui parcourt un peu la France depuis des décennies pour essayer d'éveiller les consciences et de mettre dans l'ordre et à la bonne place les choses, notamment de l'histoire. Alors, je vais vous faire juste un petit clin d'œil quand même pour March to Gaza, parce qu'il y a des choses à rectifier. Alors, évidemment, ce mouvement tente d'être repris. Il faut rappeler quand même que c'est à l'initiative de Mehdi, qui est soutenu aussi, qu'on a vu sur les réseaux, Hanan. Mehdi, qui est entrepreneur à Marseille, donc à côté de chez moi, qui a créé le mouvement March to Gaza, donc Marche vers Gaza. Et je vous lis le petit message que j'ai reçu sur WhatsApp. Attends, Eric, ouais. Ah ben voilà, parfait, tu as mis le site, parfait. Et je vous lis quand même le petit message d'alerte qu'ils ont mis, parce que c'est important. Alerte usurpation du nom March to Gaza. Un groupe basé au Maroc qui n'a jamais appartenu au mouvement March to Gaza diffuse actuellement de faux communiqués en notre nom, appelant à rejoindre une marche le 12 juin. Attention, ce groupe ne fait pas partie, ni de près ni de loin, de March to Gaza. Il a été refusé dès le départ car il s'aligne sur la position officielle de leur monarchie, favorable aux accords d'Abraham et à la normalisation avec l'État d'Israël, une démarche en contradiction totale avec les valeurs de notre mouvement. Ils prétendent représenter le monde arabe alors qu'il ne s'agit que d'un groupe local marocain sans légitimité au sein de March to Gaza. Ils utilisent nos logos, nos messages et notre nom pour tromper les membres et semer la confusion. Ce procédé est malhonnête et nuisible à la mobilisation collective. S'ils souhaitent marcher avec un médecin maroco-suisse le 12 juin, qu'ils le fassent sous leur propre nom, sans utiliser celui de March to Gaza. March to Gaza continue avec clarté, indépendance et loyauté. Nous marchons avec le seul groupe marocain officiellement reconnu, March to Gaza, Morocco. Maroc officiel, un groupe neutre, apolitique et profondément attaché à la cause palestinienne. Ce groupe est visible sur nos réseaux officiels, tous les autres ne sont pas affiliés à March to Gaza. La seule date officielle, et je tiens à le préciser parce qu'il y a eu des confusions entre le 12 et le 20, la seule marche officielle à ce jour, c'est le 19 juin 2025, sachant que Mehdi, Hanan et toutes les autres personnes qui sont dans ce groupe, dans cette marche, tiennent à ce que la sécurité soit absolument impeccable et qu'on n'envoie pas les gens se faire fusiller ou autre réjouissance. Donc ça, c'était important de le dire. Je vous ai mis dans les commentaires aussi le lien pour la cagnotte, la seule officielle, le lien PayPal pour faire un don qui va directement pour les victimes, notamment la maman qu'on avait entendue qui nous a tant ému pendant la marche to Gaza qu'on a fait le 18 mai 2025 sur TVADP et qui a été diffusée par moult autres réseaux. Voilà, donc c'était la mobilisation. Voilà, la cagnotte, elle est là. Donc, ne vous trompez pas, c'est CotiseUp, effectivement. Merci, Eric. Et voilà. Donc, effectivement, comme dit Phil Brock, bonsoir, ce mouvement basé au Maroc est donc venu récupérer de l'argent et des dons. Effectivement. Voilà.
Ceci dit, Eric, j'aimerais bien que tu repasses, s'il te plaît, la petite bande-annonce justement pour notre appel, du, 18 mai dernier, la marche to Gaza, la mobilisation qui avait, accueilli pas mal de je sais pas si Eric m'entend, je pense que oui, pas mal de personnes et puis après nous allons accueillir, sans plus tarder, Marion Sigaud pour, traiter aussi. Le monde juif qui va grandir et grandir, et que ce sera la nation qui va gérer le monde. C'est juste insupportable. Et là, encore, les images que vous voyez, que vous avez vues là, qui sont diffusées dans ce clip, ce ne sont que quelques images. C'est-à-dire que tous les jours, quand on est sur les réseaux, on a, via Telegram, via vraiment pas des réseaux mainstream, évidemment, des images, c'est l'horreur absolue, ce qui se passe. Donc merci Eric, je vous ai remis le lien de la vraie cagnotte sur CotisUp si vous voulez participer, évidemment, et essayer d'aider un petit peu la Palestine et les Palestiniens. Voilà, c'est effroyable. C'est toujours difficile. On va recevoir Marion Sigaud, donc, qui est historienne, écrivain, conférencière. Et on se le disait en off, Marion et moi, c'est la 4e émission qu'on va faire ce soir, la 2e sur TVADP, mais on en avait déjà fait, parce que nous avons le même combat aussi primordial en France, ce sont les enfants.
Et Marion s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé, a beaucoup combattu, notamment avec Judith Reisman, à qui elle dédicace son dernier livre aussi, qui s'est battue et qui s'est levée contre tout ce qui se passait, l'abomination qui se passe contre les enfants, justement, et parce que ce sont nos enfants aussi qui sont visés en France, mais pas que. Et nous allons le voir au fil de l'émission aussi. Marion Sigaud, bonsoir. Merci infiniment encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir confié votre dernier livre, dont j'ai pris grand soin et j'ai lu, comme je vous disais, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et en même temps beaucoup de difficultés parce que le sujet est lourd. Je rappelle que vous avez réédité, alors je le remonte parce que je l'ai lu évidemment, La Marche Rouge, Les enfants perdus de l'hôpital général. Et on avait fait une émission là-dessus aussi, donc The Book Edition, hein, ça c'est, en plus, vous voyez comme il est beau, derrière aussi, magnifique. Et il est très facile à lire et c'est ça aussi qui est admirable dans vos écrits, Marion, c'est que on le lit comme on vous voit à chaque fois en émission et c'est vraiment un grand plaisir. Donc ça, La Marche Rouge, on avait fait le parallèle la dernière fois. Je sais pas, je pense que vous vous rappelez la dernière émission quand on l'avait fait ensemble sur justement en fait les débuts, les prémices de l'ASE, hein, aujourd'hui qui est vraiment dénoncé. Ce soir, on va se parler donc du combat de Judith Reisman, mais qui est le vôtre aussi, sexologie et mensonge. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu aussi sur ce livre. Qu'est-ce qui vous a fait, Marion, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre? Parce que Judith Reisman était une grande amie à vous. Vous vous êtes rencontrés plusieurs fois, vous êtes vus, vous avez communiqué pendant tant d'années. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de lui rendre cet hommage aussi et puis d'écrire votre histoire à deux? Alors, c'est une suggestion que m'a fait un ami à moi, qui s'appelle Stanislas Berton, avec qui je discutais il y a 3 ans. Vous savez, vous ne savez pas, j'ai beaucoup de projets d'écriture en cours. J'ai un projet d'écriture en histoire sur les jésuites, sur le pain du peuple, j'ai beaucoup de sujets en cours sur lesquels j'ai absolument du travail jusqu'à par-dessus la tête. Et je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ce livre. Et parce que Judith a écrit différents livres, essentiellement 2 livres qui ont été traduits en français. L'un a été publié par Contre-Culture et l'autre par les éditions Saint-Rémy. Et quand on a ces 2 livres-là disponibles en français, on a grosso modo l'essentiel de ce que Judith a voulu apporter, et l'essentiel de ce qui était à traduire. Mais ce sont des très gros livres que finalement très peu de gens ont lu. Et Stanislas Berton m'a dit, pendant que nous en discutions à titre tout à fait amical, il faut absolument que tu mettes ce sujet-là à la portée du grand public. Alors je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, mais écris sur elle, écris tout ce que tu me racontes sur ce que tu as découvert sur la pédocriminalité, tout ton travail, tout ton combat, écris-le maintenant. Je dis, mais j'ai du boulot. Il m'a dit, arrête le reste et fais ça. J'ai dit, écoute, tu sais quoi, d'accord. D'accord. Et alors, en fait, j'ai également une amie qui a connu Judith, qui l'a connue par mon intermédiaire, et qui m'a dit que l'idée de Stanislas était très bonne. Elle me dit, les gens ne liront pas 2 livres de 600 pages. Il faut en faire un petit. Il faut mettre le combat de Judith, son histoire et son combat à la portée du grand public par un récit vivant. Alors, c'est d'autant plus vivant que je l'ai bien connu. Et surtout que pendant ces années de combat à elle, je menais le mien parallèlement avant que nous nous rencontrions. C'est pas elle qui m'a initié à ces choses-là. Je l'ai découverte, j'étais déjà dans le combat depuis des années et des années. Donc, ça m'a donné l'occasion de faire à la fois un livre profond, c'est-à-dire qui va au fond des choses, mais à la fois vivant. Parce que Judith, on la voit, on l'entend, je sais pas, j'ai l'impression qu'on entend ses éclats de rire et son émotion. Enfin, j'ai vraiment voulu la faire revivre. Alors, elle nous a quittés il y a 4 ans maintenant. C'est 4 ans, oui, 4 ans en 2021. Je porte toujours le deuil de ça. J'ai beaucoup de mal à l'évoquer sans avoir un grelot qui me monte. Je vais essayer de ne pas pleurer. Le livre est sorti à peu près au moment du 4e anniversaire de sa disparition. Donc, c'était un peu une occasion de rappeler les choses et d'en faire un petit peu de l'actualité. Voilà, de la mettre un peu dans l'actualité. Mais dans ce livre, il n'y a pas que le combat de Judith Reisman. Il y a également
j'ai appelé ce livre Sexologie et mensonges. Tous les mensonges qu'il a fallu asséner à la population française, je sais bien que c'est à la population mondiale, mais je me penche quand même particulièrement sur ce que je connais, tous les mensonges qu'il a fallu asséner à la population française pour retourner les valeurs et pour en arriver là où on en est là aujourd'hui. Donc, la sexologie, c'est la fausse science. Voilà, la sexologie, ça pourrait être une science, mais celle qui est pratiquée et celle que je dénonce, c'est une fausse science. Et je dénonce en même temps la série de mensonges qu'il a fallu aligner pour faire passer ces mensonges pour des vérités. Donc, c'est un récit croisé de elle, de moi et de nous. Voilà. Oui, et de vos histoires, et c'est ça, effectivement, hein, c'est très à la fois profond, à la fois émouvant, à la fois compliqué, parce que encore une fois, c'est pas un sujet facile. Et en fait, vous avez vos prises de conscience, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le livre, toutes les deux à des moments différents. Judith par un drame aussi, hein, parce que Judith, elle a quand même découvert que sa fille de 10 ans, si je dis pas de bêtises, son aînée, était violée 11 ans, par elle avait 11 ans. Elle avait 11 11 ans, ans. Ouais. pardon, par son petit voisin de 13 ans, hein, quand même, si je dis pas de bêtises aussi. Non, c'est bien Et, ça. et elle est tombée de je sais pas combien d'étages en fait en découvrant mais comment c'est possible, violée par un enfant de 13 ans, ma fille de 11 ans. Quand elle en parle à une tante et puis à une amie après, en se disant mais c'est abominable, qu'est-ce qui se passe parce qu'elle n'avait pas du tout conscience même que ça pouvait exister à ces âges-là, etc. Donc, et quand on lui dit mais peut-être que ta fille a cherché, et c'est ça qui va comment 2 personnes à 2 endroits différents, des générations différentes aussi, peuvent me dire ça, que ma fille aurait éventuellement cherché à se faire violer, sachant que ce petit encore n'en était pas à son coup au décès. Il avait aussi sur le petit frère de sa fille, Non, non, puis non, non, d'autres sur enfants. son petit frère à lui. Il avait violé son petit frère Ah, à son lui. petit frère à lui, pardon, Il avait autant pour moi. violé son petit frère à lui. Oui. Et voilà, donc Judith, elle part, comme ça, en fait, en se posant des questions, et puis elle essaie un petit peu de comprendre, et elle devient, en 1977, si je dis pas de bêtises, elle est devenue docteure en communication. Et c'est là qu'a commencé un petit peu le combat. En fait, au Pays de Galles, elle est passée par la British Psychological Association, je reprends mes notes, qui organisait à l'époque un symposium international sur l'amour et l'attraction. Et là, Judith, elle C'est devait y beau, hein? présenter un rapport qu'elle avait rédigé donc sur les enfants, sur la pornographie. Hein, ça, je Non, vous cite. Hein. elle avait rédigé un rapport sur la présence d'images pédopornographiques ou à tendance pédopornographique dans la presse du sexe. Voilà, c'est ça. Donc, une presse qui ne se présentait pas comme telle, en l'occurrence Playboy, mais pas que, une presse qui glorifie les belles femmes, et au milieu des belles femmes, si on regarde bien en bas de l'image, tac, tac, c'est de plus en plus des jeunes femmes, des très jeunes filles, des petites filles, et puis après les petits garçons, etc. Donc, son travail universitaire a consisté à montrer l'infiltration pédophile dans la presse qui se prétendait autre chose. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'elle est allée présenter au Pays de Galles, à ce symposium. Et c'est là aussi qu'elle découvre, hein, et c'est ce que vous écrivez aussi, que la presse ne cachait rien en fait des objectifs de l'association, clairement, hein, qui prônait des relations sexuelles entre adultes et enfants. Donc on parle de 1977 quand même. Hein. Absolument, absolument. Donc ensuite, elle passe par évidemment l'affolement général. À la fin, elle a été quand même interpellée, malgré tout ce qu'elle a pu subir et tout ce voilà, no way en fait, il y a pas de sujet. Qu'est-ce que vous dites Il y a pas de Taisez-vous, qu'est-ce que vous pornographie racontez infantile. Où est le mal, où est le problème Mais il y a quand même une personne à la fin à la fin de ce symposium, un psychologue canadien qui va la voir à la fin, lui dit bon ben je suis d'accord avec vous, mais je vous le dis quand même en off, mais allez chercher un petit peu autour de monsieur Alfred Kinsey. Alors Alfred Kinsey, on en a déjà parlé, Marion. Et c'est là que elle a découvert encore d'autres stupeurs. Je pense que vous allez vouloir en parler parce que ce phénomène-là, alors je vous préviens, évidemment, les téléspectateurs, ceux qui n'ont jamais vu d'émission avec Marion Sigaud, on l'a déjà abordé, c'est cru, c'est violent, mais il faut, à un moment donné, nommer les choses et dire ce qui s'est réellement passé. Et les travaux d'Alfred Kinsey, ce sur quoi aujourd'hui la sexologie, justement, l'éducation à la sexualité, aujourd'hui dans nos écoles, EVARS et EVRAS, selon Belgique ou France, se base sur les travaux d'Alfred Kinsey. Donc c'est pour ça que c'est incontournable et il faut absolument qu'on en parle.
Alors, je reviens, hein, je reviens sur cette information qui est absolument essentielle. Donc, à l'issue du symposium, un psychologue explique à Judith, et il remarque qu'elle ne connaît pas Alfred Kinsey, et lui dit d'aller chercher de ce côté-là. Donc, elle va lire Alfred Kinsey, elle ne va pas se contenter de lire Alfred Kinsey, elle va lire tout ce qui était disponible sur Alfred Kinsey. Elle voit qu'il est éreinté par un certain nombre de personnes, parce que pas sérieux, parce que ceci, parce que cela, mais il est également loué et magnifié par un certain nombre d'autres personnes qui disent qu'il est un grand révolutionnaire, un grand découvreur, un grand scientifique. Alors, qui est cet Alfred Kinsey? C'est un entomologiste, un spécialiste des guêpes qui n'avait rien à voir avec la sexualité humaine et qui, dans une université américaine, s'est mis à devenir, alors sur la pression de qui, de quoi, c'est ce qu'elle découvrira longtemps après, un spécialiste en sexualité humaine qui va organiser des séminaires, qui va organiser toute une équipe, qui va mettre sur pied toute une équipe de recherche qui veut dresser un portrait authentique de la véritable vie sexuelle des Américains. Donc, ils vont interviewer des gens, des dizaines, des centaines, et au bout du compte des milliers de gens, pour savoir quelles sont leurs pratiques sexuelles, comment ils font ci, comment ils font ça, etc., etc. Et le rapport Kinsey est sorti en 2 fois, une fois en 1948, où il a raconté ce qu'était la sexualité des hommes, et une fois en 1953 ou 4, enfin un an près, c'est ça, sur la sexualité des femmes. Et ces 2 rapports sont considérés comme des rapports scientifiques qui ont fait le tour du monde et qui ont lancé ce qu'on appelle la révolution sexuelle. Donc, les critiques d'Alfred Kinsey à partir de ses livres ont dit qu'il avait une façon d'interviewer qui était pas, enfin, que c'était pas fiable, que ceci, que cela, que ses statistiques n'étaient pas justes, etc. Mais personne n'a vu ce que Judith a vu avec absolument stupéfaction, et elle a essayé de comprendre. Il y a au milieu de ce rapport Kinsey un tableau, le tableau numéro 34, dans lequel il est dit que des enfants entre quelques mois et 14 ans sont susceptibles d'avoir connu des orgasmes à proprement parler, des orgasmes tels qu'on les définit pour des adultes. Et la conclusion de ce tableau, c'est que les enfants sont sexuels dès la naissance. Et la révolution sexuelle, c'est ça. C'est-à-dire que les enfants sont capables, dès la naissance, il y en a même qui disent dès l'utérus, enfin, ils ne savent pas quoi inventer, les enfants sont sexuels dès la naissance et Alfred Kinsey le prouve, il le prouve par ses tableaux numéro 34, tel enfant a eu 24 orgasmes en 24 heures, etc. Et Judith, absolument suffoquée, regarde ce tableau et dit mais qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ces enfants? Qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans peut connaître 24 orgasmes en 24 heures? À quel moment a-t-il dormi? Qui s'est occupé de lui? Qui sont ses enfants? Elle lit ce qui est écrit en amont et en aval de ce tableau, et elle voit quelle est la description donnée par le rapport lui-même de ce qui déclenchait de ce qui était considéré comme des orgasmes. Et elle voit, écrit noir sur blanc, que les enfants hurlent, qu'ils s'évanouissent, qu'ils font des convulsions, qu'ils repoussent le partenaire, parce que bien sûr ces enfants avaient des partenaires, qu'ils font des crises d'épilepsie, enfin, et elle voit de ses yeux qu'en fait, on est en train de torturer des enfants, de les violer, et qu'on appelle orgasme leur réaction de terreur et de fuite. Mais le choc est double pour Judith, d'une part de comprendre ce qu'elle comprend, mais de voir que dans toutes les critiques qu'elle a lues, personne n'a relevé ça. Comment se fait-il? Le rapport Kinsey a été lu et repris dans le monde entier, et personne ne s'est arrêté sur ce tableau en disant « Mais monsieur, vous avez violé des enfants? Vous avez violé des enfants? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Donc, elle décide elle écrit à l'Institut Kinsey. Kinsey était mort à ce moment-là. Donc, au moment où elle prend connaissance de ça, c'était donc 78, 79. Et elle a véritablement compris, et elle est véritablement rentrée dans le rapport Kinsey. Je crois que c'est à la fin des années 80. Et à ce moment-là, alors Judith, elle avait 4 enfants, sa grande fille qui avait été violée est morte prématurément. Je n'ai pas su exactement de quoi elle était morte. Judith n'en parlait pas. Je pense que, enfin, elle n'en parlait pas. Je n'ai pas posé la question. Voilà, j'avais j'avais trop peur de lui faire trop de peine. Il est possible que sa grande fille ne s'est pas remise de son traumatisme. Mais il lui restait 3 autres filles qui sont parties vivre en Israël. Alors Judith était d'une famille juive, mais alors juive de chez juive, c'est-à-dire que juive communiste, glorifiant
glorifiant le camarade Staline quand ils étaient jeunes. Son grand-père et sa grand-mère étaient nés à Varsovie, c'était des Juifs de Varsovie qui étaient venus s'installer aux États-Unis après être passés par la France et l'Angleterre. Et ses parents, son père et sa mère, étaient tous les deux natifs américains, mais c'était des gens qui se réclamaient véritablement d'une espèce d'humanisme juif qu'ils avaient apporté à la semelle de leurs chaussures, qui faisait d'eux des gens communistes, toujours du parti du travailleur contre le patron, toujours du parti du pauvre contre l'opprimé, contre l'oppresseur. Et notamment quand elle était allée au Pays de Galles, à ce symposium, il y avait une grève des personnels qui ne voulait pas travailler si on accueillait un pédophile notoire, et elle a été la seule à ne pas signer la pétition pour obliger les travailleurs à reprendre le travail. Elle dit, moi, elle n'avait pas de religion à ce moment-là, elle disait, moi, c'est contre toute mon éthique que de vouloir forcer des travailleurs grévistes, et surtout grévistes pour une cause aussi belle qui est la défense de leurs enfants, contre tous ces rupins et ces gens de pouvoir qui veulent absolument les obliger à aller contre leur conscience. Donc voilà, Judith, elle était à la fois juive et communiste, et voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais. On parlait, et c'est important de parler justement du rapport Voilà, donc Kinsey. pourquoi est-elle allée en Israël? Alors, ses filles sont allées Parce que, pardon, si je peux me vivre permettre, en Israël. Oui, oui. ouais, parce qu'il y a quand même, elle avait contacté donc Kinsey qui était mort, mais elle a Elle avait réussi à contacté. avoir Alors, son non, mais co-auteur du rapport. pourquoi est-elle allée en Israël? Elle est allée en Israël parce que elle avait divorcé. Elle avait divorcé et sa grande fille était morte et ses trois autres filles étaient parties vivre en Israël. Donc, logiquement, elle s'est déplacée vers Israël où elle a trouvé, comme elle était docteur, une place de chercheuse à l'université de Haïfa, où quelqu'un qui n'est pas hébraïsant peut parfaitement, parce qu'on peut tout à fait faire de la recherche et faire des études en langue anglaise dans une université israélienne. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à Haïfa, en Israël, et avec le livre de Kinsey, et c'est de là qu'elle a écrit à l'Institut Kinsey en disant, voilà, elle s'adresse au directeur de l'Institut. Kinsey était mort depuis 1956, on était donc en 1980, et elle écrit au directeur de l'Institut pour lui dire, cher monsieur, je suis Madame Tartampion, je lis vos tableaux, est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez obtenu ces orgasmes de ces enfants? Comment avez-vous fait? Et réponse du gars, sans aucun complexe, on s'est fait aider par des parents, par des adultes, par des homosexuels, armés de chronomètres et par des techniques orales et manuelles. Ouais. Alors, je vous cite. C'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît qu'ils ont violé des enfants, qu'ils ont fait violer des enfants, notamment, alors quand il dit par des homosexuels, à quel titre? Je veux dire, par des pédophiles, par des violeurs de gosses. Et là, il avait la preuve. Et là, c'est encore un autre choc, c'est-à-dire que ça s'est fait, ces résultats ont été obtenus, je vous cite, c'est grâce à la collaboration de parents, d'enseignants en maternelle ou en primaire et d'homosexuels qui avaient effectivement utilisé des techniques orales et manuelles pour déclencher des orgasmes dont l'apparition et la durée avaient été chronométrées. Donc sur des nourrissons, des bambins, comme vous dites, des gamins et des préadolescents. Absolument. Et au 5e congrès justement international de Alors à ce sexologie. moment-là, donc elle était à Haïfa, et cette année-là se tenait à Jérusalem le 5e congrès mondial de sexologie, mondial. C'est-à-dire tous les sexologues du monde et les sexologues français y étaient, ça elle me l'a dit, elle me l'a redit. De toute façon, il est évident qu'ils y étaient puisque la sexologie française était très très active dans le mouvement mondial. Donc elle s'est rendue à ce congrès avec quoi? Avec son tableau. Comme elle était docteur, elle était considérée comme pouvant intervenir dans un congrès de cette importance. Elle avait préparé un texte absolument tonitruant, mais une bombe, dans lequel, à l'aide de tableaux, elle a affiché le tableau, elle a expliqué qu'est-ce que vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez là. Elle a repris les paroles de Kinsey, du livre de Kinsey disant évanouissement, etc., tentative de fuite, abondance de larmes, etc., etc. Et ensuite, elle leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Kinsey auquel vous vous référez, c'est un violeur de gosses, c'est un criminel. Comment pouvez-vous? Et elle a lancé un appel. Elle dit les scientifiques ne peuvent pas se faire sous prétexte de science les complices de crimes de cette importance, de cette ampleur. Et une fois qu'elle a eu terminé sa sortie, et là je sais à peu près qui y avait à ce congrès, elle attendait un tonnerre d'applaudissements parce qu'elle avait véritablement elle avait dit essentiel. Et ils l'ont chassée. Ils l'ont chassée. Ils ont dit, on arrête là.
Et son assistante qui était restée derrière, quand elle est partie, elle a quitté le congrès. Son assistante qui était restée derrière était assise à une table où disait celle-là, il faut la neutraliser, on ne va pas laisser faire ça. Et ils ont tout fait pour la neutraliser. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous lâchez la vérité, même si vous avez l'impression qu'on veut vous faire taire, il y a toujours quelqu'un qui va la prendre, qui va la raconter à quelqu'un d'autre, qui va la raconter avec Oui, quelqu'un bien sûr. d'autre. Et c'est comme ça que s'est constituée une véritable au début une amicale et puis après une véritable organisation de gens qui ont voulu absolument faire connaître les travaux de Judith, mais ça a été absolument épique, ça a été extraordinairement difficile pour elle. Elle s'attaquait en fait à la presse du sexe. La presse du sexe, c'est à la fois de la grosse galette et puis des gros intérêts. Je veux dire, les gens qui ont décidé d'avoir une vie sexuelle absolument hors norme ne veulent pas qu'on les repère, ne veulent pas qu'on les trouve, ne veulent pas qu'on les dénonce. Et ces gens-là ont beaucoup de moyens. Et elle s'est retrouvée à un moment donné, on peut presque dire, seule contre tous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que son appel de Jérusalem n'a pas été entendu par qui elle croyait, mais par d'autres. Donc, il y a des gens, quand elle est retournée aux États-Unis, des gens qui l'avaient entendue, qui l'ont interviewée à une radio, où elle a commencé à dire ce qu'elle avait compris, ce qu'elle entendait. Et son passage à la radio a déclenché, d'une part, de la part de l'Institut Kinsey, celle-là, on va la neutraliser et on va employer les grands moyens, et d'autre part, des gens du ministère de la Justice qui ont dit madame, nous, on essaye de protéger les enfants, et on se rend compte d'une chose, c'est que année après année, il y a de plus en plus de crimes contre les enfants. Et vous nous donnez une explication de cette augmentation. Parce qu'en fait, le prétexte invoqué au moment de la révolution sexuelle, c'est-à-dire au moment des années 60, c'est si on désacralise le sexe, il y aura moins de violence, c'est-à-dire que le sexe, à partir du moment où ce sera plus ludique, où ce sera plus accepté, où il y aura beaucoup moins d'interdits, le sexe sera beaucoup moins violent, il y aura moins de viol, alors que c'est rigoureusement l'inverse. Il y a une progression absolument monstrueuse de la violence sexuelle et sur des personnes de plus en plus jeunes et sur des enfants et même sur des nourrissons. Donc, ce que Judith avait compris, le ministère de la Justice lui a proposé de travailler avec eux parce qu'ils ont compris, alors ils ont vu ses diplômes, ils ont discuté longuement avec elle, ils ont réussi à lancer une campagne. Alors, ils avaient des dons, ils n'avaient pas des dons, ils avaient des fonds, pardon, disponibles en tant que ministère de la Justice qu'ils pouvaient consacrer à ce genre d'enquête. Et ils ont passé un accord avec elle et une université pour qu'elle ait une place de chercheuse et qu'elle puisse travailler pour eux. Et dès que les autorités ont su ce qui se passait, une campagne, une bronca a été déclenchée contre elle. C'est hallucinant. Comment elle n'en est pas morte? Oui, parce Elle a que une bonne étoile. Elle a une bonne à la étoile. à la fois, ça remettait en question, qui elle était, sa place en tant que chercheuse. Est-ce qu'elle était réellement scientifique? Voilà, et à chaque fois, on voit, c'est les mêmes procédés, hein. Essayer de décrédibiliser la personne, Ouais. de remettre en question ses diplômes. Enfin, c'est les mêmes C'est campagnes à chaque fois. effroyable. La diffamation, l'ordurie, oh là 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 là. Et alors un jour, c'est extraordinaire. Un jour, elle avait l'université qui l'avait embauchée, elle l'avait chassée, mettre des gens au ministère de la Justice, lui a dit de toute façon, vous n'êtes pas crédible, etc. Même les gens qui. Il y avait, c'est comme si partout où elle allait, où elle était bien accueillie, où on voulait faire quelque chose avec elle, il y avait le diable par derrière qui disait on va lui retirer son crédit, on va lui retirer. Il y a des gens qui ont payé pendant 2 ans 70 000 $ par mois pendant 2 ans pour uniquement la discréditer au niveau des médias. Comment on fait quand on est tout seul et que Eh oui. partout où on parle de vous, c'est pour dire que vous êtes une menteuse, que vous êtes une salope, que vous n'avez pas les diplômes que vous dites, que vous n'êtes pas à votre place, que tout ce que vous racontez, c'est des mensonges. Comment vous faites toute seule avec vos petits bras? Comment vous faites? Comment vous faites? Je ne sais pas comment elle a résisté. Enfin, si, je sais comment elle a résisté. Elle a résisté parce qu'elle savait qu'elle luttait pour la vérité, qu'elle luttait pour les enfants et qu'elle avait raison. Elle avait au plus profond d'elle-même la certitude qu'elle avait raison, qu'elle faisait le bon combat et qu'il n'y a que la mort qui pourrait l'arrêter. Et c'est ça qui s'est passé. Et un jour, elle avait été chassée de l'université, on lui avait volé son travail. C'est effroyable, effroyable. Elle a eu 3 enquêtes
hostile au Congrès. Elle arrive au Congrès, c'était une bonne américaine, tout à fait. J'allais dire républicaine, on dirait républicaine pour la France. On dirait une bonne américaine, bien avec beaucoup de sens civique. Elle est convoquée au Congrès, elle est persuadée qu'elle va avoir une audition euh, honnête. Des horreurs, des horreurs, des horreurs, des horreurs, des horreurs. Comment elle s'en est sortie? Bon, elle a jamais voulu renoncer. Et puis un jour, le téléphone sonne et il y a un monsieur qui lui dit: je suis au courant de ce qui vous arrive. Je suis Jerry Falwell, un monsieur c'est un évangélique, il faut dire les choses comme elles sont. Elle a été juive, il le savait, il s'en fichait. Votre combat est légitime, je vous mets mon université à disposition, je vous donne un bureau, des moyens, un secrétariat, venez faire votre travail chez moi. Et elle y est allée. Alors, elle ne connaissait pas les chrétiens, elle les connaissait comme ça de loin, elle n'avait pas encore travaillé avec eux, et puis elle s'est mise à travailler dans les meilleures conditions possibles dans cette université où elle était à l'abri à la fois financièrement et puis dans l'absolu, quoi. Et c'est là qu'elle a commencé à rencontrer les uns les autres. Alors elle s'est de loin pas contentée de travailler avec les évangéliques, elle a beaucoup travaillé avec les catholiques et elle m'a dit des très très belles choses sur les catholiques que j'ignorais. Elle me dit: mais si tu savais, c'est remarquable le travail qu'ils font en Amérique, remarquable, remarquable. Et voilà, sa réputation a fait que quand le mouvement du mariage homosexuel, du mariage pour tous, a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire que là, on fait un bond vers le temps présent, hein, c'est la fin des années 90 qu'on a commencé à parler, non, le courant des années 2000 qu'on a commencé 2000, à parler ouais. de ça. 2000 combien? Je ne sais pas exactement, mais c'est les années 2000, ouais. Je ne sais Ouais, plus, c'est les années 2000. pas la date exacte. Ouais. Donc, elle était déjà connue pour faire des conférences, pour ses livres, pour ses émissions. Elle a fait notamment une émission très très populaire à la télévision où on la voit brandir le poing en direction de pédophiles. Elle était vraiment extraordinaire. Elle avait une présence absolument magnifique et elle avait toujours réponse à tout ce. Chaque fois qu'on essayait de la discréditer, elle avait toujours la bonne réponse. Elle connaissait très 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 bien son sujet. Et quand la pieuvre du mariage pour tous est arrivée en Croatie, les Croates, qui sont un petit pays de l'Est, extrêmement catholique, ils ont dit: qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que ça? Et une journaliste croate qui avait vu le reportage qui avait été fait à la télévision américaine où on voyait Judith brandir le poing et défendre la cause des enfants, cette journaliste a relayé ce film, elle l'a passé dans son émission, c'est une journaliste de télévision, et elle a été licenciée avec perte et fracas. La chaîne de télévision qui l'avait licenciée a présenté des excuses au public pour avoir laissé publier un reportage aussi odieux. C'était quoi qui était odieux? C'était de s'en prendre à la sexualisation des enfants. C'est-à-dire que la sexualisation, la révolution Kinsey était arrivée jusqu'en Croatie et on allait parler sexe aux enfants dès les petites classes, etc., etc. Et la Croatie, elle a été prise de court comme ça. On lui a dit: même ça va être comme ça la prochaine rentrée. Et Carolina, cette journaliste, elle a été licenciée sans autre forme de procès. Elle a ouvert un compte Facebook et puis les gens sont venus la soutenir. Et elle a dit: mais attendez, moi j'ai su tout ce que j'ai compris ce que j'ai compris en voyant ce film avec Madame Reisman. Elle lui a écrit, elle lui a dit: est-ce que vous pouvez venir en Croatie? Elle est venue, elle y est allée 2 fois. C'est là qu'elle a rencontré ce peuple absolument extraordinaire. Je veux dire, la Croatie, j'ai retrouvé Judith là-bas. Elle a participé à leur combat, elle a dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer, elle est devenue amie, mais à la vie, à la mort avec ces gens. Et c'est là que je l'ai rencontrée, c'est là que je suis allée la retrouver. Parce que j'avais vu également, moi, le reportage sur Internet. J'avais vu cette femme absolument magnifique qui tenait tête à tous ces pervers, à tous ces gros dégueulasses là, qui disaient: ben oui, et alors, tripoter les enfants, c'est bien, de toute façon, ils aiment ça. Elle était absolument hors d'elle. Et le journaliste qui interviewait disait: mais non, mais ils font pas de mal aux enfants. Il dit: comment ça, ils leur font pas de mal? Mais comment pouvez-vous dire une chose comme ça? Donc, moi, quand j'avais vu ce reportage, ben, j'ai fait comme Carolina, sauf que je lui ai pas dit de venir chez moi. Je lui ai dit: coucou, je m'appelle Marion, je travaille sur le sujet depuis des années. Et puis, on a commencé à communiquer. Et puis, on peut pas dire qu'on est devenus amis comme ça. Par contre, quand on s'est vu en Croatie, alors là, on est vraiment devenus amis.
Donc, elle y est allée 2 fois en Croatie. Elle est allée une fois pour, pour soutenir Carolina et une deuxième fois pour lancer un appel mondial à arrêter l'éducation à la sexualité aux enfants. C'est vraiment un appel mondial. Arrêtez, 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 arrêtez. Faites une enquête sur l'Institut Kinsey. L'Institut Kinsey a reçu un statut consultatif à l'ECOSOC, au Conseil économique et social des Nations Unies. C'est-à-dire que l'Institut Kinsey, qui prône ces saloperies sur les enfants au titre que les enfants sont sexuels dès la naissance, et je vous ai expliqué comment, ils ont un statut consultatif au Conseil économique et social, c'est-à-dire que les politiques mondiales en direction des enfants sont prises avec les conseils de ces gens-là. Donc, l'appel de Zagreb, ça a été arrêter l'Institut Kinsey. Et pour arrêter l'Institut Kinsey, il y a une chose très très simple, c'est de enquêter sur l'Institut Kinsey, mener l'enquête. L'enquête n'a jamais été faite. Et un des directeurs de l'Institut Kinsey, qui a été interviewé à différentes reprises, alors lui, ça ne le dérange pas de répondre aux interviews en disant, de toute façon, si vous voulez saisir nos données, on appuie sur un bouton et on détruit tout. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Marion, il y a aussi autre chose, hein, parce que vous le parlez, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est important aussi de le redire. Dans le livre aussi, vous en parlez évidemment de planning familial, qui est le lobby aussi favori. Moi, je le vois partout. Je travaille dans le social, je le rappelle. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, et maintenant, alors c'est sur la théorie du genre, la lutte contre oh mince, j'ai perdu le mot. Le harcèlement, etc. Ils sont partout, sur tous les fronts, sur encore une fois des bons mots, des belles étiquettes, des bons sujets. Le planning familial est infiltré toutes les couches, je dirais, de la société, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les centres sociaux, que ce soit dans les centres aérés, les bibliothèques. Enfin, c'est hallucinant. Alors, le planning familial, c'est très intéressant. Merci de me donner l'occasion de le raconter. J'ai découvert quelle était, enfin, j'ai découvert, c'est pas moi qui ai découvert, disons que je rends compte, hein, je n'ai rien découvert, je rends compte de ce que j'en ai lu. Le planning familial est une association américaine née au début des années 20 en Amérique, dont le but est de limiter la population mondiale. C'est pas limiter la population mondiale, c'est beaucoup plus grave que ça, c'est de réduire la population mondiale et d'interdire aux pauvres, aux gueux et aux noirs, parce que c'était une obsession chez eux, c'est d'empêcher les noirs de se reproduire. On disait les nègres, bien évidemment. Faut pas croire que j'emploie des mots comme ça par irrespect. Je dis simplement, je rends compte de ce que j'ai découvert. Une dame qui s'appelait Margaret Sanger était la pièce maîtresse de cette entreprise. Elle voulait absolument séparer le sexe de la reproduction et la reproduction du sexe. Elle disait, de toute façon, le sexe est agréable, il n'y a pas aucune raison de s'en priver, mais il faut que les gens arrêtent de faire des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. Donc, le but du planning familial, c'est la réduction drastique du nombre de gens de la population mondiale. Le but, c'est la réduction de la population. Le moyen, c'est d'interdire aux pauvres, aux gueux et aux miséreux de se reproduire et de faire en sorte que ceux qui ne sont ni pauvres, ni gueux, ni miséreux ne se reproduisent que moyennant un permis de se reproduire. C'est-à-dire que le but du planning familial, c'est une espèce de dictature monstrueuse sur la population mondiale dans le but de la réduire, mais de la réduire drastiquement. Ça a été j'allais dire les fonds baptismaux, c'est dans les statuts d'origine du planning. Alors, on appelait ça le Planned Parenthood, parce que le planning familial, c'est ce qui est venu en France plus tard. Donc, à l'origine, quand les campagnes qui ont été faites, et ça j'ai bien étudié la chose dans mon livre, les campagnes qui ont été faites en France pour faire passer l'idée du contrôle des naissances, ce sont des choses qui ont été faites sous couvert de lutter contre l'avortement. Parce que il y avait beaucoup d'avortements en France, je ne sais pas comment on savait, mais enfin bon, il y avait des chiffres importants d'avortements, et on disait si on veut réduire c'est une femme catholique, militante catholique, mariée à un médecin juif, mais tout à fait catholique d'état d'esprit, elle voulait lutter contre les avortements, et elle disait si on fait de l'information véritablement sur le contrôle des naissances, ce qui était interdit par la loi depuis 1920, parce qu'en 1920, au lendemain de la guerre de 14, la natalité était au plus bas.
Et Oui. elle ne reprenait pas, en principe, après une guerre, la natalité reprend. Alors, il y avait un déficit d'hommes tellement monstrueux que c'était déjà difficile de faire reprendre, mais même, il y a eu une espèce de révolution sexuelle au début des années 20, où, vous savez, la garçonne, les filles voilà, qui couchent à droite, qui couchent à gauche et qui ne veulent plus faire de bébé. Donc, il y avait une loi qui interdisait de faire de la propagande pour l'avortement et pour la contraception. Et le mouvement qui a été mené par cette jolie jeune femme, Marie-Andrée Lagroix Veil-Allais, hein, deux prénoms et trois patronymes, c'était de dire on va faire de l'information sexuelle pour lutter contre l'avortement. Voilà. Donc, et c'est son mouvement à elle, qui s'appelait Maternité heureuse, qui est devenu un jour le planning familial. Et dès que c'est devenu le planning familial, chasser le naturel, il revient au galop. Le but, c'était l'avortement, la réduction de la population, etc. Ce que la gentille Marie-Andrée n'a pas compris tout de suite, et quand elle a compris, c'était trop tard, son bébé lui avait été volé. Donc, il y a des femmes qui se mobilisaient pour venir au secours de ménages trop pauvres. Enfin, on voulait aider les femmes et les familles à avoir des maternités plus heureuses, et au bout du compte, elles ont été les poissons pilotes d'une entreprise qui a voulu, qui a donné la pilule à des gamines, qui a voulu faire de l'avortement un droit fondamental, et c'est plus de maintenant. Maintenant, c'est inscrit dans la Constitution. Il y a 50 ans, c'était un crime, maintenant, c'est quasiment un bien commun. C'est complètement fou, quoi. Oui, puis il y a eu Le toute but cette derrière campagne tout ça. de justement la Mais, révolution pour les femmes, vous pouvez contrôler votre corps, vous pouvez contrôler les naissances et puis hop, hop, aller hop, 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 travailler aussi, aller et aller travailler. travailler. Alors, il y a une chose qui est quand même assez intéressante à voir, c'est que toute la politique nataliste, que ce soit celle qui a été insufflée au lendemain de la guerre, de la Première Guerre mondiale, ensuite pendant la guerre par le maréchal Pétain, qui était très très nataliste, hein, la politique c'était travail, famille, patrie, donc famille c'était un volet important, et ensuite au lendemain de la guerre par le général de Gaulle, c'était faites des bébés, faites des bébés, faites des bébés. Si on veut que les familles fassent des bébés, il faut aider les mères. Il faut aider les mères. On les aide à quoi? Bah, élever leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un système d'allocation familiale. Alors, je ne sais pas si ça s'est tout de suite appelé allocation familiale, mais en tout cas, si ce n'était le mot, c'était la chose. Dès les années 30, les mères étaient aidées dès le deuxième enfant, ou le troisième enfant, je crois. Le troisième enfant, et elles étaient non seulement aidées en espèces sonnantes et trébuchantes, mais également en exonération, en gratuité de ceci, en gratuité de cela, le transport moins cher, les cantines moins chères. Enfin, il y avait énormément d'argent débloqué pour que les mères puissent s'occuper de leurs enfants. Bon. Et puis un jour, on a inventé le féminisme, un jour, on a inventé une autre révolution, puis les mères, pour qu'elles soient libres, il fallait qu'elles aillent travailler. Alors, vous savez ce qu'on a fait? L'argent qu'on leur donnait pour qu'elles restent à la maison, on leur a donné pour qu'elles mettent leurs enfants à la crèche. Et oui. Et Et voilà. oui. Et c'est comme ça que les enfants, et c'était le but. Le but du féminisme, ça a été, enfin, Financé en par tout cas le Rockefeller, résultat, bien comme il faut aussi. financé par Rockefeller, et tout ça, c'est piloté par la CIA, financé par Rockefeller et piloté par la CIA. Donc, le but, c'était de retirer les enfants aux mères, et le but, c'est la fameuse révolution sexuelle de Kinsey, c'est-à-dire de sexualiser les enfants, et une fois que vous avez sexualisé les enfants, vous les retirez à l'autorité de leurs parents. Si vous les retirez à l'autorité de leurs parents, vous les retirez à la protection de leurs parents. Et un enfant qui n'est plus protégé, ben regardez, c'est tous les scandales actuels de toutes les dérives de l'ASE, tous ces enfants qui ont été retirés à leurs parents sous prétexte de maltraitance, ils sont 1000 fois plus maltraités dehors, ils ont perdu tous leurs repères, ce sont des enfants sans famille, c'est un puissant fond de réserve d'enfants pour la prostitution. La prostitution se fait dans ces conditions-là. Donc, le résultat de la révolution sexuelle, c'est quoi? C'est la destruction de la famille, c'est la destruction de la civilisation, c'est la destruction des valeurs, c'est la destruction de tout, c'est le renversement. Aujourd'hui, maintenant, on vous dit, vous avez le choix vous pouvez choisir d'être un homme ou une femme, qui c'est qui est déjà vu. Où est-ce qu'on Ah vous non, dit ça? mais Ça n'existe c'est pas. Ça n'existe pas. C'est un renversement, pire qu'un renversement des valeurs, c'est un renversement du sens des mots. Les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. Quand quelqu'un vous dit, un barbu vous dit comment vous savez que je suis un homme, je suis désolé, mais ah, voilà, ça ne va c'est pas. insupportable. Mais encore une fois, quand on lit notamment votre livre et qu'on suit, votre travail aussi depuis toutes ces années, tout est logique dans leur système. Oui, oui, Et oui, oui. ça ne date pas encore une fois, parce que là, il y a des personnes qui se réveillent aujourd'hui, non mais qu'est-ce qui se passe, comme vous dites, l'inversion des valeurs, la promotion du transgenrisme, du machin, du truc. Mmh. Et en fait, ça ne date pas d'hier. Tout ça a Non, été ça ne date construit pas et d'hier. déconstruit justement pour en arriver là aujourd'hui.
Alors, il y a une chose importante à voir, c'est que je vous ai raconté que Margaret Sanger, on situe en 1920 ces déclarations absolument abominables, mais elle avait aucun complexe. Il faut empêcher les nègres de se Ouais, reproduire. Ces gens-là, ils sont. Elle disait, Margaret Sanger, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, qu'une mère puisse faire à son enfant, c'est ouais. de le tuer. Je l'avais noté aussi. Ouais, C'est de le ouais, tuer. le tuer. Ah, c'est effrayant. Elle dit, si vous aidez des familles dans la misère, vous ne faites que perpétuer leur possibilité de faire des enfants qui sont dans la misère et qui seront des surnuméraires et qui nous emmerdent, en fait. On n'a pas besoin de tout ça. Mais on ne sait pas qui c'est, et je me contrefiche des besoins de Madame Sanger. Et alors, c'est rigolo parce que dans ce combat contre cette américanisation de la sexualité, telle que c'est arrivé pendant la Révolution sexuelle, il y a eu une alliance tout à fait inattendue entre les catholiques et les communistes. Ouais. C'est rigolo ça. Mm. Hein, les catholiques ne voulaient pas entendre parler de contraception, d'avortement, de choses comme ça. Les catholiques, ils disaient, bon, ben, on fait autant d'enfants que le bon Dieu veut nous en donner, et puis ce qu'on veut, c'est vivre bien et puis avoir les moyens de les élever bien. Bon. Ben, les communistes, ils disaient pareil. Les communistes, ils disaient pareil. Ils disaient, vous êtes gentils avec votre contraception et votre avortement, mais c'est pas, ça coûte moins cher de donner la pilule à une famille qu'une pièce supplémentaire pour accueillir pour loger les enfants. Donc, il y a eu une alliance de fait entre les communistes, Maurice Thorez pour le nommer, Maurice Thorez et les catholiques, et puis mai 68 a tout bouleversé. Mai 68 a tout bouleversé. Et après, Il y a plusieurs choses, Marion, parce que oui. c'est hyper important tout ce que vous dites, et je pourrais rester des heures avec vous, on est limité, mais mai 68, justement, si vous voulez revenir, parce que vous en parlez aussi dans ce livre, Je l'ai vous en vécu. avez Hein. déjà parlé, vous l'avez vécu, et vous l'avez vécu aussi d'une façon assez violente, finalement, Ouais, ouais, et pris conscience très rapidement de ce qui se passait. Contrairement à d'autres ouais. personnes qui, des fois, 20 ans après, se disent: «Ah oui, mais en fait, bon, c'était peut-être Mm. pas trop ce qu'on nous a raconté, bon». Mai 68, juste après mai 68, alors mai 68, je l'ai vécu à la campagne parce que mon père, il voulait pas qu'on aille se faire matraquer par les flics du quartier latin, et on était dur à tenir, hein, les trois filles. Le quartier latin, c'était pas très loin de mon lycée. Donc, il nous a emmenés à la campagne. Dans mai 68, je l'ai suivi de loin, on les suivait à la radio. Mais à la rentrée, mon lycée, c'est-à-dire à la rentrée de 1968, mon lycée a organisé une conférence d'éducation sexuelle Ouais. au lycée, pour les grands, à partir de la seconde, première, terminale, éducation sexuelle à l'école, derrière le dos des parents. Ils n'ont pas demandé aux parents ce qu'ils en pensaient. Un jour, on est arrivé, ce soir ou demain, au grand auditorium du lycée, éducation sexuelle. C'est un certain Torgman, hein, qui est devenu après le pape de la sexologie française. C'était le sexologue de chez Sexologue. Il a été même directeur, président de l'association internationale mondiale de sexologie. C'était vraiment la référence. Il n'était pas encore cette référence à ce moment-là. Il débutait, mais il était vraiment le sexologue de chez Sexologue. Il est venu nous raconter quoi donc? Bah, coucher. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? La morale, la quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, vous avez peur? Attendez, il y a la pilule. Il y a la pilule. Il y a le stérilet. Il y a ça, etc. Il est venu nous inciter à coucher. C'est-à-dire qu'il est venu nous dire, pendant les heures de cours, pendant la période où nos parents nous laissaient sous la responsabilité de l'éducation nationale, il est venu nous dire de faire ce que nos parents nous disaient, attends l'amour, attends le mariage, puis passe ton bac d'abord. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça? Et Hein? il a fait pire Bien. encore. Et alors, je vais raconter la suite, parce que le docteur Torgman, il avait un cabinet au-dessus, de l'autre côté du boulevard Brune. Le lycée François Villon, il y avait la rue Marc-Sangnier à traverser, de l'autre côté, il y avait le boulevard Brune, et puis paf, là, il y avait le café Le Maringot, c'est là qu'on faisait le monde, et au-dessus, il y avait le cabinet du docteur Torgman, avec sa plaque large comme ça. Juste, on la voyait quand on prenait notre café, on la voyait, la plaque. Si vous avez des problèmes, venez me voir. Ah, des problèmes, j'en avais. Moi, j'avais un père qui me tapait dessus, qui me hurlait dessus, qui me traitait de tous les noms, C'était épouvantable parce que je vivais à la maison, parce que j'avais un amoureux qui n'avait pas l'heure de plaire à mon père. J'ai vécu la terreur. J'ai été fouetté. Enfin, c'était absolument. Et il disait que si on avait des problèmes, on pouvait aller le voir. Ben, j'y suis allé le voir, il m'a sauté dessus. Il m'a sauté dessus. Il a essayé de coucher avec moi. Il ne m'a pas violé, mais vous savez, je suis grande. Moi, je suis grande, je fais 1m77, lui, il en faisait beaucoup moins. Donc, je l'ai repoussé d'une ruade, mais j'ai éclaté en sanglots. J'étais indigné, j'étais révolté. J'ai prévenu tout le monde. J'ai prévenu la directrice de mon lycée, j'ai prévenu ma mère. Prévenir ma mère, c'était prévenir les parents d'élèves, et prévenir les parents d'élèves, c'était prévenir tout le monde.
c'était prévenir tout le monde. Et j'ai prévenu également le planning familial parce que ma mère avait une relation de voisinage avec une dame qui était au planning familial. Donc j'ai prévenu tout le monde. Eh bien, ce monsieur a fait sa carrière pendant les 40 ans qu'on suivit. Et il est mort avec une inculpation pour 80 plaintes pour viol aggravé. Viol aggravé. Il a violé ses patientes pendant 40 ans. Et alors, 80 plaintes, il n'y a pas eu 80 plaintes, il y en a eu beaucoup moins, mais il y a eu 80 signalements. Et il y a eu beaucoup moins parce qu'il y a un certain nombre de plaintes qui sont passées par perte et profit, vous savez, le temps qui passe, etc. Mais le docteur Torjman a été dénoncé au début des années 2000 parce qu'il y a eu une femme de trop un jour qui a dit, mais enfin, c'est inadmissible ce qui se passe dans son cabinet. Et c'était un grand pervers, c'était un dégueulasse, Et il était le pape de la sexologie française. Et alors, quand il est dit, si on avait su, il savait depuis 1968. En 1968, alors j'ai peut-être dit en 69, parce que 68, il a dû faire sa conférence probablement un peu avant Noël, et le truc s'est déclenché probablement en janvier-février 1969. Donc l'autorité savait, l'éducation nationale savait. Moi, j'ai vu que la directrice de mon lycée, je me souviens plus comment elle s'appelait, c'était une femme remarquable, c'était vraiment quelqu'un de très très bien. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, elle m'a dit, mais ma fille faisait une drôle de tête l'autre jour. J'ai dit, voilà, on va tout savoir, Donc, tout le monde était prévenu. Donc, ce sont des gens qui sont des menteurs, ce sont des pervers. On n'est pas venu nous raconter, pour nous libérer, on n'est pas venu nous raconter ce truc-là au lycée. Ça a été véritablement le renversement des valeurs. C'est faire des élèves que nous étions destinés à mener une vie normale, à œuvrer pour notre bonheur. On est devenus complètement cinglés. On est devenus des coucheurs et des coucheuses. Il y avait la pilule, pourquoi se gêner? Qu'est-ce qui pouvait nous retenir? Vous savez, moi, à cette période-là, moi, j'avais un amoureux que mon père il m'a fait rompre avec, lui, à coup de fouet. Bon. Et mon médecin de famille m'a donné la pilule alors que j'avais personne. Je prenais la pilule pour rien. C'est-à-dire qu'il y avait des médecins. Vous alliez voir un médecin parce que vous aviez un bobo là et vous sortiez avec une ordonnance pour avoir la pilule. Mais ce n'est pas une incitation à coucher pour rien, ça, c'est quoi? C'est ça le renversement des valeurs. Je veux dire, le sexe a toujours été une très belle chose que la nature nous a donnée, je peux dire le bon Dieu, nous a donné pour que la vie se perpétue. Et si on n'avait pas de plaisir à faire l'amour, on n'aurait pas de plaisir à faire des enfants, on n'en ferait pas. Mais c'est véritablement renverser complètement les choses que de dire le but de la sexualité, c'est de jouir, jouissez, ne vous inquiétez pas, il y a la pilule. Mais la pilule, et il y a l'intrusion aussi dans la vie intime. Et dans la vie conjugale et dans la vie familiale, avec non seulement des valeurs complètement inversées, mais en plus, ça va être maintenant, c'est l'État, et on le voit aujourd'hui, on pourrait aussi parler de l'euthanasie, l'aide à mourir. C'est l'État qui se mêle de tout. C'est l'État qui se mêle de tout. Qui se mêle encore une fois de tout, qui légifère là-dessus et qui impose, encore une fois, en plus, au nom de pervers complètement dégénérés qui veulent imposer un système et dans leur schéma et dans leur... Absolument. Ouais. C'est absolument terrible ce qui se passe. C'est absolument terrible. Et là, je vois, par exemple, le nombre de gens qui disent les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. D'abord, appartenir n'a pas de sens, parce que personne n'appartient à personne. Mais les parents, et je revendique ça, moi, Dieu sait si j'ai eu des misères et ça a été l'horreur avec mon père, je ne lui ai jamais refusé remis en question son autorité sur moi. Parce que l'autorité du père, c'est quelque chose que j'estime normal et sain. D'ailleurs, à l'occasion, mon père a su me défendre. Pas toujours, mais à l'occasion, il l'a fait. J'en ai déjà parlé un jour dans une capsule, dans une vidéo. Donc, on a renversé les valeurs, on a fait en sorte que les parents deviennent les ennemis des enfants, les maris deviennent les ennemis des femmes, les enfants se mettent à dénoncer leurs parents, mon père ne veut pas que si, ne veut pas. Et tout ça pour faire quoi? Pour faire une société totalement éclatée dans laquelle il n'y a plus de repères, mais s'il n'y a plus de repères, il n'y a plus de protection. S'il n'y a plus de protection, c'est la loi du plus fort, c'est la barbarie. Et la barbarie, elle est en marche. On l'a vu il y a quelques jours, on a vu ce que c'est la barbarie dans les rues d'une grande ville. La barbarie, c'est quand c'est le plus violent qui aura le dernier mot. C'est pas ça le monde dans lequel je désire vivre, c'est pas ça le monde dans lequel mes grands-parents ont voulu que je vive. J'ai infiniment de respect et d'amour par-delà les années pour mes grands-parents et mes arrière-grands-parents que je n'ai pas connus, mais dont j'ai entendu dire beaucoup de bien. Et je veux contribuer à leur rendre le monde qu'ils ont voulu pour nous. Et le monde qu'ils ont voulu pour nous, c'est pas cette horreur. Et cette horreur, c'est
on découple la sexualité de la reproduction de la sexualité pour faire un monde de sauvages, un monde de barbares. Et Ouais. la chose la plus absente de toutes ces théories pseudo-révolutionnaires sur la sexologie, le mot le plus absent, c'est l'amour. Il n'est jamais, jamais, jamais L'amour. question d'amour chez ces gens-là. L'orgasme, la jouissance, allons-y, allons-y. L'amour, jamais, jamais, jamais. Et maintenant, on parle de santé sexuelle. Vous savez ce que c'est avoir une bonne santé sexuelle? C'est bien jouir. Qui c'est qui peut en, non, qui c'est qui peut en juger? Et puis bien jouir, c'est Mais quoi? c'est ça aussi, Oh, c'est ça. oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est Ouais. que c'est? C'est Vous le dégueulasse. dénoncez aussi dans votre livre, hein, les hommes qui parlent à la place des femmes, voilà, les fous Ouais, ouais. furieux qui parlent aussi à la place des bébés. Enfin, je veux dire, quand tu es capable Absolument. d'évaluer soi-disant des orgasmes alors C'est que c'est incroyable. des enfants, des bébés qui tombent dans les pommes, qui ont des vomissements, enfin, c'est abominable. Et C'est encore atroce. une fois, on se mêle de l'intime, on préjuge des choses on fait des généralités aussi, hein. Tout le monde Ouais, fonctionnerait ouais, pareil. Enfin, on en revient. ouais, Et ça, encore une absolument. fois, on tire les ficelles, c'est la même chose pour tous les faits de société, le Covid, là, ces dernières années. Enfin, tout se rejoint, tout est toujours pareil, financé par des fous furieux en plus, avec des gros moyens médiatiques, Avec d'énormes moyens. financiers. Ouais, ouais, ouais. Et on retourne Alors, il y a une toujours. chose, ouais, il y a une chose que je voudrais dire, parce que c'est vraiment le moment, je crois, c'est au cœur c'est au cœur de ce bouquin, c'est au milieu, c'est au milieu de ce bouquin. C'est la déclaration de 1969. Oui. En 1969, aux États-Unis, un médecin qui s'appelait Richard Day a vendu la mèche à ses collègues et à ses anciens étudiants, à ses anciens élèves, ses anciens étudiants, et surtout à ses collègues. Il a vendu la mèche, il a dit, écoutez, il y a des grands changements qui se préparent, je vais vous en parler maintenant, je vous demande de ne pas prendre de notes parce que je ne veux pas que ça se tourne contre moi. Des grands changements sont en cours et je vous en parle maintenant parce que tout est prêt, que rien ne pourra nous arrêter. Le plan va de toute façon se dérouler. Donc, écoutez bien ce que je vous dis. Et un des personnes présentes a pris des notes le soir en rentrant chez lui et il les a publiées depuis et c'est comme ça qu'on sait. Qu'est-ce que c'est que le plan? C'est exactement le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que l'argument est de dire, c'est le même que celui de Margaret Sanger 40 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, le truc consiste à dire, on est trop nombreux, il faut réduire drastiquement la population mondiale, sinon on va déborder. Alors c'est un premier mensonge, parce que c'est pas vrai que la population mondiale est prête de déborder, c'est un mensonge répété sans arrêt, sans arrêt. À partir de là, il dit les moyens que nous allons utiliser pour réduire la population mondiale, accrochez-vous, ça va être empêcher les gens de se soigner, des maladies qu'ils ont déjà, introduire de nouvelles maladies, faire en sorte que les gens viennent chercher des injections, ça sera des vaccins qui les rendront malades. On va promouvoir l'homosexualité. Ils disent il faut absolument promouvoir l'homosexualité parce que si on veut que les gens ne se reproduisent plus, il n'y a pas de relation aussi plus stérile qu'une relation entre deux hommes ou entre deux femmes. Donc on va promouvoir l'homosexualité. On va promouvoir une sexualité tous azimuts couplée avec une banalisation de l'avortement. Et en 1969, l'avortement, c'est encore considéré comme un crime, notamment aux États-Unis. Je vous parle d'Amérique, là, hein, je ne vous parle pas de France. Donc, il dit on va promouvoir l'avortement au maximum et on va lutter contre la résistance des parents en sexualisant les filles de plus en plus jeunes, de telle sorte que les parents qui sont contre l'avortement pour de graves raisons morales, quand ils vont voir leur gamine de 14 ans arriver avec le ballon, ils changeront d'avis. C'est-à-dire que c'est une entreprise de corruption dans des proportions inouïes, dans lesquelles on trouve l'euthanasie, qui sera présenté comme le droit de mourir dans la dignité, etc., etc. Tout est en germe dans ce truc-là. Et le but, c'est la réduction de la population mondiale. C'est-à-dire qu'ils veulent nous exterminer. Ils veulent nous exterminer. Ils disent pas plus de 2 enfants par couple, mais pas plus de 2 enfants par couple, en 40-50 ans, il n'y a plus personne. Parce que si un homme et une femme ne font qu'un garçon, admettons nos garçons, enfin bon, que 2 enfants, il n'y a aucune garantie que les 2 enfants se reproduiront à leur tour, donc nécessairement la population va diminuer. Et c'est ce qu'a fait la Chine avec l'interdiction de faire de plus d'un enfant. Vous vous rendez compte? Un enfant par ménage. Mais la Chine va disparaître. Ah ben oui, ben là, ils reviennent là-dessus, hein, évidemment. Mais Ils c'est reviennent simplement là-dessus, mais il est un peu probablement trop tard. Il est probablement trop tard. Donc, le but avoué en 1969, c'est tout ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire la promotion tous azimuts de l'homosexualité par tous les moyens, en tant que pratique sexuelle stérile. Il n'y a pas plus stérile que... Voilà, d'accord?
Et Et les ensuite, personnes en elles la sexualisation des enfants par tous les moyens. Et les enfants qui sont sexualisés de plus en plus jeunes ne peuvent plus rien apprendre. ouais, c'est ça aussi, Un ouais. gosse, quel que soit son âge, et ils veulent le faire à partir de 3 ans, j'ai vu les programmes de l'OMS, c'est à partir de 3-4 ans qu'ils Oui, veulent oui, oui. sexualiser les enfants. Un gosse ne peut plus rien apprendre parce qu'il ne va plus penser qu'à ça. En plus, ça le traumatise parce que ce sont des images violentes et le cerveau des enfants n'est pas prêt à recevoir des choses aussi trop crues et trop violentes. Donc, les enfants vont devenir à leur tour violeurs. Maintenant, il y a des viols collectifs, il y a des tournantes dans les cours d'école Dans maternelle. les Enfin, cours c'est d'école, ouais. Oui, oui, je dans les cours confirme. d'école Mmh. Ouais. maternelle. Donc, tout ce plan de destruction de l'humanité a été élaboré et énoncé, et il se déroule. Et on est là aujourd'hui. Alors, la référence de ce livre, de ce texte, il existe aux éditions Saint-Rémy, que je vous recommande, c'est une édition très bien, qui ont édité également mon amie Judith Reisman, un des 2 livres qui ont été publiés en français, un des 2 a été publié par les éditions de Saint-Rémy, c'est Le Nouvel Ordre des Barbares du Ah docteur oui, bah oui, Richard oui. Day. Oui, oui. Voilà. Donc, vous pouvez le trouver aux éditions Saint-Rémy. Excellente édition. Voilà. Excellente maison d'édition. Et il faut savoir que tout ce qui se déroule maintenant a été annoncé comme un plan. Donc, c'est pas du tout inéluctable. C'est pas la faute à pas de chance. C'est pas parce que c'est l'évolution normale. C'est parce qu'il y a des gens derrière leur bureau qui se sont rassemblés, qui ont dit on va faire comme ça. Et ça, ce plan se déroule. Alors, il a quelques accros quand même, le plan, parce que de Oui. ce que j'ai compris, pour qu'il se déroule sans encombre, il fallait que la chose reste secrète. Et là, le secret, il est quand même carrément inventé. Là, le secret, il est inventé. Je pense qu'on est en Comme vous train de dites, marquer des points. quand on met un petit peu, voilà, une vérité, même une personne, ça va semer des graines et une fois effectivement que les Absolument. gens ont les yeux ouverts, ils ne pourront plus les Ouais. refermer en tout cas. Mmh. Voilà, on peut plus. Quand on a pris conscience de ces choses-là, on ne peut pas revenir en arrière. Il y a pas de, il y a un effet cliquet, il y a un effet cliquet dans la conscience collective. À un moment donné, on ne peut plus revenir en arrière. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à parler réseau pédocriminel il y a une trentaine d'années, les gens me faisaient ça. Oh, Oui, tu vas te oui, soigner là. oui. Je me suis fait insulter, je me suis fait mais engueuler, incroyable. Je me suis fait vraiment maltraiter par des gens à qui j'ai essayé d'ouvrir les yeux. Et bon, parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui m'ont présenté des excuses parce qu'ils ont vu que j'avais raison. Et c'est vrai que maintenant, je peux pas dire, je peux me taire parce que j'ai encore mon truc à dire, mais ce que je veux dire, le message, l'essentiel du message est passé. L'essentiel du message est passé. La pédocriminalité, ça existe. Alors, quelle est la découverte la plus monstrueuse derrière toutes ces horreurs-là? C'est qu'il existe des gens, et ces gens nous gouvernent, pas forcément ceux qu'on voit, ceux qui sont derrière, Oui. qui tirent une jouissance du mal qu'ils font. Ça s'appelle le sadisme. Oui. Vous avez des gens, plus ils font souffrir, plus ils trouvent ça bien. Mmh. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle le Marquis de Sade, qui Oui, a oui. écrit des abominations sur le truc. Vous avez des gens à l'université qui défendent le Marquis de Sade, la pensée du Marquis de Sade, machin, le Marquis de Sade, c'est une horreur. C'est une horreur. Pourquoi? Parce qu'on a voulu créer un monde où la morale, elle est superfétatoire, elle est exclue. Je suis désolé. On ne peut pas vivre sans morale. La morale, c'est ce qui définit le bien et le mal. On a voulu remplacer le moral par la science. La science est une pseudo-science, c'est une imposture. La science de la sexologie, telle qu'elle nous a été présentée, parce que je crois qu'il y a des sexologues qui peuvent être des gens très bien, ça sera pour une autre fois éventuellement, mais globalement, tout ce qu'on appelle la sexologie, c'est à coup de mensonges, jouir comme ceci, jouir comme cela, un coup d'homme, un coup de femme, un coup de ceci, un coup de cela, en couple, en trouble, etc. Non, attendez. Mêlez-vous de vos affaires. Le sexe, ça regarde le couple, l'intimité et le sacré. Ça n'aurait jamais dû en sortir. Si c'en est sorti, c'est par vos manœuvres diaboliques. Et les manœuvres diaboliques de gens qui allient de plus en plus, et ça se voit de plus en plus, le sexe, non plus avec l'amour et avec le bonheur, mais avec la mort et la souffrance. Regardez ce que c'est que les films porno maintenant. Je ne vous conseille pas, mais regardez quand même, Non, non. essayez. Faites-vous quand même une idée. C'est torture, souffrance, c'est de plus en plus ça. Le sexe, maintenant, rime avec la mort et la souffrance. Et l'esthétique de l'atroce, l'esthétique de la souffrance de l'autre, l'esthétique du sadisme, c'est la chose que j'ai découverte avec épouvante il y a plus d'une trentaine d'années. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui trouvaient beau de torturer quelqu'un, qui trouvaient beau de faire souffrir quelqu'un. Et ces gens-là nous gouvernent.
nous dirigent. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'on Oui, voit. oui, ce qu'on voit en tout cas, ouais. Et Et c'est ils et sont assez c'est ça, sataniques aussi, mais c'est satanistes. satanique. Mais c'est ça. Alors voilà. Alors ma chère Judith m'a dit un jour j'ai vu le diable. J'ai dit ça veut dire quoi? Elle me dit j'ai compris que en face cette énergie mise à faire le mal, c'est-à-dire à faire en sorte que les gens se sentent de plus en plus mal, qu'ils puissent pas se soigner. Elle me dit, je me suis rendu compte que c'était une volonté, c'était une force. C'est quelque chose de volontaire. Et elle me dit, j'ai cherché le mot, et j'ai dit, c'est le diable. Ben, j'ai dit, oui, effectivement, ça correspond. C'est ce que dans les religions, on appelle le diable. Alors, oui, mais le diable, il n'a pas une corne, une queue, etc. Donc, peu importe, on s'en fout comment on le dessine. Mais le diable, c'est effectivement, l'idée du diable, c'est une force maléfique. Il me dit, mais il crée rien. Il crée rien. C'est pas lui qui a créé le monde, puisqu'il passe son temps à le détruire. Eh oui. Oh, mais alors, il y a un Dieu. Oh, et elle est devenue croyante. Ah, et elle est devenue croyante. Je l'ai vu sous mes yeux. Oh, ça, je l'ai vu sous mes yeux. Puis à différentes reprises. À différentes reprises. Je l'ai vu prier. Je l'ai vu s'incliner. Je l'ai vu prier. Oh là, c'est extraordinaire. Je l'ai vu quasiment se convertir sous mes yeux. Et elle n'a jamais renié ses origines juives. Hein. Mais comme juive, elle était athée. Et ensuite, comme croyante, elle est devenue chrétienne. C'est marrant. Hein. Et alors, j'aime bien dire, parce que c'est un hommage que je lui rends, elle avait une adoration pour ses parents. Une adoration. J'ai pas entendu Marion la fin de la Elle phrase. Une avait une adoration? adoration pour ses parents. Oui, Et oui. elle dit, ses parents lui ont communiqué toutes les valeurs qu'elle a défendues toute sa vie. C'est-à-dire la vérité contre le mensonge, la beauté de la musique contre le bruit, la beauté de la littérature contre les cochonneries, la beauté de la parole donnée, la défense des faibles. Tout ça, elle me dit, ça, c'est mes racines juives. Donc, judéo-chrétien, pour elle, ça veut dire ça. C'est-à-dire que les valeurs, elle a eu des valeurs juives qui lui ont donné le cadre de son humanité et elle est devenue chrétienne avec. Et elle n'a jamais renié. Et ce sont les Elle a mêmes jamais... valeurs, Marion, que vous avez, vous aussi. Vous parlez avec émotion aussi de votre maman, de vos grands-mères, qui Oh vous là, ont oh là. Ah oui, je beaucoup leur rends. d'amour. Votre maman qui vous préparait des goûters quand vous rentriez, avec votre amie aussi qui, vous le dites dans votre livre, n'avait pas la chance, elle, d'avoir sa maman parce qu'elle travaillait. Bah Euh, oui. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, je rends vraiment très vibrant hommage aux femmes de ma lignée qui ont été des femmes, des maîtresses de maison, heureuses de l'être, bon, heureuses, hein, le bonheur c'est encore autre chose, mais fières de l'être, fières de le communiquer à leurs enfants et fières de la lignée dont elles étaient issues. La libération des femmes, ça a été pour moi l'aliénation la plus scandaleuse qu'on ait imposée aux femmes. Libérer les femmes, ça a été leur interdire d'être des femmes. Et moi, enfin, tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime faire dans ma maison, c'est ma mère qui me l'a inculqué. Elle le tenait de sa mère et j'ai retrouvé la correspondance de maman quand elle avait 18 ans, qu'elle écrivait à sa maman et les conseils ménagers qu'elle se, enfin, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. La femme au foyer, maîtresse de maison, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai trouvé beau et qu'on m'a fait aimer. Et toutes les femmes de ma famille, toutes celles que j'ai connues, que je connais encore, il en reste quelques-unes, ont toutes rayonné dans ce rôle. Rayonné dans ce rôle. Maintenant, elle ne veut pas servir un mec. On ne te demande pas de servir un mec, on te demande de diriger ta maison, diriger sa maison, diriger son ménage. C'est pas rien. C'est pas rien. Alors, S'occuper de ses enfants. celle qui n'aime pas ça, il n'y a rien à dire, celle qui n'aime pas ça. Mais celle qui aime ça, à qui on dit. Moi, j'ai une amie, elle va chercher des aides, elle a 4 membres à la maison, le mari est parti, elle va chercher des aides. Pourquoi vous ne travaillez pas? Elle dit, pardon? Attendez, une maison et 4 gosses, je ne travaille pas, vous croyez? C'est quoi ça? Bah oui, vous pouvez aller chercher un emploi. Ah bah oui, d'accord. Alors, qui c'est qui va faire le boulot à la maison? Ah oui, non, mais Avec mon emploi, aujourd'hui, j'ai payé Marion, quelqu'un. c'est ça, hein, quand je vous avais déjà raconté peut-être dans justement la protection de l'enfance où je me suis infiltrée un petit peu pour voir ce qui se passait en tant que travailleur social. Une femme seule avec 4 enfants, il faut qu'elle aille travailler et on va lui payer les moyens de garde absolument parce que sinon on risque de lui retirer ses enfants et elle est déjà sous protection et sous regard. Ça s'appelle le placement à domicile, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas placés en institution parce qu'il n'y a pas. C'est un des critères évidemment, mais c'est un critère très important.
une femme seule aujourd'hui qui a 4 enfants, les enfants sont sous placement à domicile et il faut aller travailler et on va payer les centres aérés, on va payer des nounous, on va trouver des solutions pour que tu ailles travailler parce que sinon, c'est un des facteurs qui va faire qu'on peut te retirer tes gosses. C'est la réalité. C'est Et la je le dis, réalité. je l'ai vécu en tant que travailleur social, je le sais. Voilà. Mais c'est exactement ce que je dénonce. C'est exactement ce que je dénonce. On n'a jamais demandé aux femmes ce qu'elles voulaient. On est venu leur expliquer qu'elles étaient opprimées, qu'elles pensaient ceci, elles pensaient cela. Vous savez, j'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais je crois que c'est le moment de le redire. J'ai voulu un jour, je me suis retrouvée enceinte quand j'avais 30 ans, d'un monsieur que j'avais de graves raisons de ne pas vouloir épouser. Peu importe, hein, c'est mes raisons. C'est mes raisons. Mais tout le monde m'a dit d'avorter. C'était mon devoir d'avorter. On m'a imposé qu'il fallait que j'avorte. Alors que moi, ce que je voulais, c'était qu'on m'aide. Alors, le monsieur n'a pas voulu. Il m'a dit, tu veux pas de moi, puis tu veux me faire payer. Je lui ai dit, je ne veux pas te faire payer. Petit, on l'a fait en sorte. Bien. Bref, le gars, il était bien tel que je l'avais perçu. Il n'était pas fiable. Mais ensuite, tout le monde m'est tombé dessus. Les parents, le patron, les voisins. Il y a un prêtre un jour qui m'a dit, mais non, c'est bien. Ah non, ma marraine aussi, elle m'a dit, mais t'as raison, c'était trop tard. Je l'ai perdu. La pression a été insupportable. Et si je l'avais pas perdu, on me l'aurait enlevé, de toute façon. On me l'aurait enlevé. J'ai compris. Alors, la libération des femmes, pas à moi. Pas à moi. La révolution sexuelle et la libération des femmes, vous allez raconter ça à qui vous voulez, mais pas à moi. La libération des femmes, ça serait quoi? Qu'on leur demande déjà ce qu'elles veulent, qu'on leur donne la possibilité de vouloir quelque chose déjà, de faire le choix, ouais. de faire les choix, puis qu'on les aide dans les choix qu'elles ont pris. Non, mais forcer une femme qui a 4 mômes et dont le mari est parti à aller travailler ailleurs, alors que, mais tout ce qu'il y a à faire dans une maison pour que ça roule, pour que ça soit propre, une maison qui n'est pas propre, c'est dégueulasse. Je veux dire, on ne peut pas vivre dans le taudis. Yeah, ouais. On ne peut pas manger que des trucs tout faits. Regardez, tout le problème qu'on a maintenant avec l'alimentaire, les gens ne savent plus cuisiner. Ils achètent du tout fait. Alors maintenant, vous avez des guides pour vous expliquer, là, il y a plus de poison dans ce produit-là qu'il y en a moins dans celui-là. Mais si vous achetez des produits frais, il n'y a pas de poison. Et les produits frais, il faut savoir les cuisiner. Qui c'est qui a appris aux filles à cuisiner? Ils savent faire quoi, les filles? Oh, puis il n'y a plus de transmission. Il n'y a plus de transmission. C'est exactement aussi la preuve la vivante. transmission. Ouais. Ouais. Moi, comme maman était à la maison, la transmission, je l'ai eue. Ouais. Et la transmission, c'est de faire pour soi et pour les siens. C'est de faire de chaque foyer, chaque famille, un petit royaume ou une petite république, si on pourrait faire, dans laquelle les décisions vont être prises pour le bien commun, pour le bonheur commun, pour le bien-être. Voilà. C'est ça en fait qu'on a retiré aux gens. On les a retirés. Les enfants, on va les placer ici, on va les placer là. Ils n'ont plus de repères, ils n'ont même plus d'identité. C'est effrayant. Ils vont à l'école, ils apprennent des bêtises tous les jours. Ils savent ni lire ni écrire, ils savent plus lire ni écrire. Il n'y a qu'à regarder. Oh là là, comment écrivent les gens? Ils savent même pas ce qu'ils lisent. Mais même parler, hein. Il n'y a plus de grammaire. Enfin, il n'y a plus rien qui tient la route. Hein. Oui. Ouais. Si vous ne savez pas lire, comment allez-vous avoir accès au savoir? Et si vous n'avez pas le savoir, comment allez-vous vous défendre? Eh oui. Ouais. Ouais. Merci, enfin voilà, ma chère Judith, elle avait compris tout ça et puis on a été amis. Son dernier message date de la veille de ça. Le dernier message que j'ai reçu d'elle. Ouais. Voilà. Il est à la fin. Je vous encourage vraiment à aller lire ce livre. Encore une fois, c'est pas facile d'accepter aussi de prendre conscience qu'on a été trompé toute notre vie, on a bâti notre révolution, hein, puisque Marion, vous parlez aussi suffisamment de la révolution soi-disant française du peuple, vous en parlez aussi, et puis tous ces mensonges proférés depuis, et puis toute cette propagande, c'est difficile. En même temps, c'est salvateur, mais c'est difficile de prendre conscience que voilà, on a été manipulé, qu'on est encore manipulé, mais comme dit Marion à juste titre, la vérité, elle finit par faire son chemin quand même. Et même s'il y a très peu de personnes au début qui l'entendent, elle finit par semer des graines et s'éparpiller comme ça jusqu'à faire un bel égrégore aussi et puis faire qu'enfin on fasse tomber ce système maudit.
Vous savez, si c'est pas moi, ça sera le voisin. Si c'est pas le voisin, ça sera le voisin du voisin. Faire le bien, lâcher la vérité, et puis, la laisser faire. Mmh. La laisser faire. La vérité, elle fait son chemin. Ouais. J'ai une image que je donne souvent, c'est la vérité, c'est comme l'eau dans une citerne. Si la citerne est complètement étanche, l'eau ne passera pas. Si vous faites ne serait-ce qu'un trou d'épingle sous la citerne, elle finira à un moment ou à un autre par se vider. Et le trou d'épingle, il est beaucoup plus qu'un trou d'épingle. Dans la citerne de la vérité, il y a beaucoup plus que des trous d'épingle. C'est en train de fuiter partout. Ouais, Voilà. ouais. C'est l'espoir que j'ai. Je le sens, je sens que ça change, je sens que ça bouge. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis sur ce combat et je vois bien la façon dont les gens en parlent maintenant. Regardez tous ces scandales de ces enfants enlevés à leurs parents. Regardez le Mmh. scandale de laser. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je raconte ces trucs-là. Tais-toi, mais arrête, ça finit tes conneries. Regardez maintenant, ça passe. Ça passe. Bravo, Ouais, ouais, bravo. Continuez, tout à fait. continuez, continuez. Et Continuez, il faut continuez. continuer de le faire et on continuera de le faire. Marion, vous êtes la bienvenue évidemment pour, une prochaine Merci, Lily. émission avec grand plaisir. Merci infiniment encore pour votre confiance et je vous encourage à aller aussi, hein, La Marche rouge, je vous rappelle, hein. Ouais. N'hésitez pas parce que c'est un super livre aussi et très, très important. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été là. Alors, j'ai pas vu vos commentaires. Marion me passionne à chaque fois et je me suis focalisée, sur ce qu'elle me disait et puis sur votre image aussi, parce que vous illuminez, vous irradiez, beaucoup de bienveillance et de bonté aussi, Marion, et je vous remercie. C'est Et puis, je suis gentil. désolée, pour vous. J'essaierai de relire vos messages plus tard. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Merci d'avoir commenté, partagé. Vous le savez, c'est important parce que ces émissions, évidemment, ne passent pas dans les mainstreams et sont évidemment beaucoup censurées, beaucoup invisibilisées. Merci infiniment, Marion. Vous avez eu aussi beaucoup de commentaires. Là, je vois Marion, belle personne. Marion, vous êtes notre Judith française, etc. Là, j'ai vu défiler. Donc, voilà, vous méritez aussi. Merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et ben voilà, que les mots de Marion résident en vous et puis résonnent et puis puissent faire leur chemin. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Marion, à très très bientôt. Merci Au encore. revoir. Au revoir Au tout le revoir, monde. Marion. Au revoir.